Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique pour un débat consacré à la santé en Bourgogne-Franche-Comté. Le monde de la santé se porte mal, manifestations pour sauver les hôpitaux de proximité, personnel en grande souffrance, médecins absents dans les zones rurales. Pourtant, dans notre région, la Bourgogne-Franche-Comté, le budget de la santé est évalué à 8,5 milliards d'euros chaque année. Et oui, 8,5 milliards, et c'est un chiffre qui est délivré par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Pour débattre de ce thème, donc trois invités. Claudie Chauvelot-Duban, elle est conseillère régionale, socialiste, vice-présidente du Conseil général de Haute-Saône. Elle est également présidente du conseil de surveillance de l'hôpital de Gré. Et elle se bat pour le maintien des urgences dans cet établissement. Face à elle, Didier Martin. Lui, il est élu de la Côte d'Or, député La République En Marche. Son expérience professionnelle pourra nous être très utile puisqu'il a été jusqu'à son élection à l'Assemblée nationale médecin à l'hôpital de Dijon, sa spécialité neuroradiologue. Et puis Pascal Udry, c'est le secrétaire du CHSCT, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail au CHU Jean Majot à Besançon. Il travaille dans cet hôpital depuis plus de 30 ans et il est de la CFDT. N'oubliez pas que vous pouvez commenter cette émission grâce au hashtag DimpolBFC comme Dimanche en politique Bourgogne-Franche-Comté. Première partie de cette émission, le diagnostic. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde de la santé dans notre région, donc diagnostic sur un secteur qui est vraiment mal en point. Alors de Gré à Saint-Claude en passant par Clamecy, les fermetures des urgences de nuit ou des maternités suscitent de nombreuses manifestations d'habitants, d'élus et de personnel de santé. On écoute. Je manifeste pour soutenir l'hôpital de Gré, étant donné que j'ai eu un infarctus et qu'ils m'ont sauvée. Donc je ne tiens pas à aller à Dijon ou à Besançon, parce qu'à 40 km, je serais morte. Fait un AVC, le temps d'aller à Auxerre-Nevers, on risque d'avoir des séquelles, alors qu'on a tout le plateau technique sur l'hôpital de Clamecy. On est à Saint-Claude, pour aller à Lons-le-Saunier, il y a 45 minutes de route quand il fait beau comme ça. Avec la neige, c'est 1h30 facilement. Et c'est juste pas possible. L'humain n'existe pas avec l'ARS. C'est que des chiffres et puis c'est tout. Pascal Udry, on va commencer avec vous. Donc, on dit qu'en France, on a le meilleur système de santé du monde, peut-être. Est-ce que vous pensez que ce système est en danger? Est-ce que vous, en tant que professionnel depuis plus de 30 ans, bien que vous ne soyez pas soignant, est-ce que vous êtes très inquiet? Ah oui, tout à fait. Et l'inquiétude, alors nos deux élus parleront certainement beaucoup plus que moi de l'aménagement du territoire. Moi, je me centrerai sur la représentation des personnels. Le contenu métier a tellement évolué. Dans la santé en règle générale, je prends un établissement comme le CHU, il y a une représentation de plus de 120 métiers identifiés. Donc il y a des corporatismes forts qu'il faut forcément effacer. Vous dites pas lobby, vous dites corporatisme. On en reparlera. Ouais. Claudie Chauvelot, vous vous défendez les urgences de l'hôpital de Gré. Un chiffre, l'Agence régionale de santé dit que dans un service des urgences, s'il ne passe pas au moins 11 500 personnes par an dans ce service, il faut le supprimer. On entendait une dame qui disait on est dans une logique économique et pas dans de l'humain. Vous êtes tout à fait d'accord avec cette réflexion-là? Ah, tout à fait, complètement. Aujourd'hui, on demande aux directeurs, aux directrices d'hôpitaux de gérer leur hôpital comme une entreprise. Maintenant, on qualifie les patients de clients et tout ça me désole énormément. Je me fais beaucoup de soucis pour la prise en charge au niveau de la santé des personnes, notamment dans les zones rurales. Alors, on va voir juste deux séries de chiffres pour bien planter le décor avant de donner la parole aux députés de La République En Marche. Selon l'Agence régionale de santé, il manque en Bourgogne-Franche-Comté de 150 à 200 médecins urgentistes. Il y en a actuellement 472 en poste. Et puis, autre chiffre vraiment très éclairant, cette fois-ci, l'analyse est de Marie-Guide Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui, elle, estime qu'il manque 240 généralistes, 1000 médecins spécialistes et 880 infirmiers. Est-ce que vous, en tant que député et en tant qu'habitant de Dijon, vous partagez ce sentiment d'inquiétude par rapport au manque? Je comprends tout à fait le sentiment d'inquiétude. Je comprends surtout que le personnel qui est compétent, qui est dévoué, est sous pression depuis plusieurs années,
avec une réforme de l'hôpital, plusieurs réformes successives, dont celle... Oui, visiblement, ils n'ont pas le temps de s'adapter à une réforme, qu'il faut en faire une autre. Oui, on peut dire comme ça. Il y a une tarification à l'activité, donc une course à l'acte, afin de préserver des budgets. Ce n'est pas de l'argent qui vient en plus, mais juste pour préserver les budgets. Et dans les hôpitaux, où j'ai travaillé longtemps, je peux témoigner que dans les quelques années qui viennent de passer, l'activité a augmenté de 2, 3, 4% par an, ce qui est considérable, alors que le personnel, les effectifs... Je ne savais pas que j'avais invité un opposant au gouvernement actuel. Non, je partage le diagnostic et le constat de la situation dans les hôpitaux. C'est différent. Oui. Mais est-ce que vous pensez que là, ça fait une année qu'Emmanuel Macron donc, est au pouvoir, est à l'Élysée. La situation, visiblement, ne s'arrange pas, puisque le plan régional de santé qui a été présenté par le directeur général de l'ARS est refusé par toutes les collectivités territoriales. On leur demande bien quand même de gérer une pénurie. Moi, ce plan régional de santé, je l'ai étudié précisément. Je pense qu'il y a des bonnes mesures. D'ailleurs, même la présidente de la région a concédé qu'il y avait de bonnes mesures. Mais le conseil régional l'a refusé, l'a rejeté dans son ensemble. Oui, alors évidemment, certains élus locaux qui voient leur structure de proximité menacée ou réduite sont absolument contre. Donc vous voulez dire que les conseillers régionaux sont des défenseurs de leur territoire avant d'avoir une vue globale ? Régionaux et départementaux. Et au-delà, ce sont les maires et les équipes locales qui, évidemment, ont la population en face à face et qui partagent effectivement quelques inquiétudes. Alors, sur les soins non programmés, tels que nous l'avons vu dans le petit sujet de présentation, c'est assez différent. Quand on dit, des soins programmés. Soins non programmés, dans le langage courant, ce sont les urgences. Hein, oui, on est d'accord. C'est ça. Hein, voilà. Mais alors, ces urgences, elles sont très variables. Il y a des petits bobos, il y a des urgences vitales. Et puis, il y a aussi, dans certaines structures, beaucoup de personnes qui ne devraient pas y être admises dans ces urgences. Ils devraient être pris en charge. Mais vous parliez des territoires. Vous parliez des territoires. On voit bien que les uns et les autres, que ce soit au conseil régional ou dans les conseils départementaux, on parlait de lobby tout à l'heure, vous êtes aussi des défenseurs de vos territoires avant d'avoir une vue globale des choses. Mais tout à fait, nous sommes des défenseurs de nos territoires, mais nous sommes des élus responsables. On voit bien ce dont nos concitoyens ont besoin. Nous avons besoin d'une médecine de proximité. Et je ne comprends pas, à l'heure où l'on manque de médecins, de généralistes, de spécialistes, qu'on ne s'appuie pas justement sur l'hôpital de proximité au lieu de le démanteler, au lieu de le démolir. Je vais parler du cas que je connais par cœur, mais ça s'applique à Clamecy, partout. Aujourd'hui, en s'attaquant aux urgences et dire qu'on maintient un service d'urgence, c'est faux, c'est jouer sur les mots. Un service d'urgence ne peut fonctionner qu'avec des urgentistes et d'eux en permanence. Parce que lorsque nous avons un SMUR qui est sorti, il faut qu'un urgentiste soit là, soit présent pour accueillir les personnes. Les possibilités, ce que nous propose monsieur le directeur de l'ARS, monsieur Pribil, ne tient pas, ce n'est pas possible. C'est la fin des hôpitaux de proximité. Alors justement, monsieur Pribil, le directeur général de l'ARS, Pierre Pribil, justifie le regroupement des hôpitaux au détriment de certains établissements. On va l'écouter tout de suite. C'est tout le sens de ce projet régional de santé, non pas de dépeupler ou de détricoter une offre de soins en proximité, mais bien d'organiser une coopération pour qu'une sorte de chaîne de solidarité, quelque part, s'organise pour que chacun de nos concitoyens, en tout point du territoire, puisse accéder aux services auxquels il a besoin, en proximité si c'est possible, ou plus loin, voire même parfois en dehors de notre région, vous savez, pour des soins les plus techniques sur lesquels le centre de référence n'est pas dans notre région. Ça s'organise et c'est l'objet du projet régional de santé que de l'organiser. Alors juste une petite précision qui a son importance. Une invitation avait été lancée au directeur général de l'ARS pour participer à ce débat. Et malgré le large éventail de propositions, que ce soit enregistré, que ce soit en direct, etc., il n'a pas pu être disponible. Alors on parlait tout à l'heure un petit peu des urgences. Moi j'aimerais qu'on arrive quand même à... Je vais vous donner un cas précis et que vous allez me dire... et vous, médecin, et vous qui travaillez au CHU de Mingeot, si c'est normal ou pas. Un homme de 82 ans qui est brûlé à son domicile. Il arrive aux urgences, on le soigne, et puis il est renvoyé chez lui quelques heures plus tard. C'est sa fille qui le reconduit avec sa voiture à son domicile. Une visite de contrôle une semaine plus tard. Pas de chance, la plaie s'est infectée, il subit alors une greffe et il doit rester
plusieurs jours à l'hôpital. Alors, plusieurs questions se posent. Pourquoi n'est-il pas gardé aux urgences? Pourquoi n'a-t-il pas été transféré au service de dermatologie ou alors en cardiologie parce qu'il est cardiaque? Alors, vous n'êtes pas soignant, mais répondez-nous, Monsieur Udry, c'est un problème ou c'est pas un problème? Je ne suis pas soignant, je suis dans l'hôpital depuis plus de 35 ans, élu. Et donc, je connais un petit peu les rouages. Alors, normal ou pas? La réponse, non, bien sûr, mais c'est la conséquence de positions prises antérieurement et de certaines réformes qui se sont succédées sans jamais être assimilées. Donc, le problème, il est simple. Vous avez parlé de la T2A. C'est alors, la conséquence je vous arrête. Tarification à l'acte. Hein? Oui, voilà. Donc, les gens viennent aux urgences et les gens des urgences qui sont sous une organisation en pôle, ont d'autres pôles dans l'établissement qui eux-mêmes sont soumis à l'activité pour maintenir un budget. Ils sont indépendants les uns des autres. Voilà. Donc le monsieur qui rentre aux urgences, c'est un acte et les urgences touchent quelque chose. Non, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'on laisse de côté la personne qui rentre aux urgences, mais quand il rentre aux urgences, quel que soit le diagnostic, dermato ou autre, il faut après un lit d'aval, comme on dit. Sauf que les lits d'aval sont dans des pôles qui eux-mêmes sont soumis à l'activité. Donc les lits sont remplis. Et comme on a ils sont remplis par des gens qui vont ramener de l'argent au service. Exactement. Donc comme toutes ces dernières années, on est resté sur ce schéma-là, il n'y a plus aujourd'hui de quoi placer quelqu'un qui mériterait peut-être 1 à 2 journées d'hospitalisation, de surveillance. On n'a plus cette surveillance. On va faire réagir le médecin. Techniques. On va faire réagir le médecin. Néanmoins, député. Je ne suis pas d'accord sur un point. Courir après l'argent, courir après l'activité, c'est pas pareil. Il y a une rationalisation des équipements et il y a une réduction des nombres de lits, du nombre des lits. Et donc, ces places, ces lits d'aval, parfois manquent, que ce soit après une opération ou que ce soit au moment d'une admission en urgence. Il faut rassurer quand même notre population. Les gens ne sont pas soignés ou pas soignés en fonction de l'argent qu'ils peuvent rapporter. C'est faux. Oui, mais c'est bien de le dire déjà quand même. Mais je crois qu'il faut le dire très formellement. Parce que des fois, ils peuvent avoir quand même une impression différente. Là, ce monsieur, il aurait dû être gardé quelques jours à l'hôpital. C'est pas certain. Moi, je dis pas que la plaie ne se serait pas infectée. Je dis simplement que c'est choquant. Une brûlure, je ne connais pas le degré de gravité de cette brûlure. Fallait-il le garder 8 jours à l'hôpital? S'il était resté 8 jours à l'hôpital, aurait-il eu cette infection ou pas? On n'en sait rien. Je ne peux pas me prononcer. C'est un peu caricatural, votre exemple. Oui, mais c'est un exemple vrai, hein. Je ne l'ai pas inventé. Tous les exemples sont vrais. L'infarctus, c'est vrai. L'accident vasculaire cérébral, c'est vrai. Ce qui compte, c'est d'avoir les outils dans l'unité d'admission pour faire le diagnostic précis, ça veut dire de la biologie, ça veut dire de l'imagerie médicale, et ensuite appliquer le bon traitement. Eh bien, dans le réseau d'organisation des soins, je crois qu'il faut avoir les moyens de faire le bon diagnostic directement ou avec de la télémédecine dans certains cas, afin de trier les degrés d'urgence et acheminer les patients pour qu'ils aient le meilleur soin correspondant à leur problème. On parlait des urgences. Je suis désolée, vous êtes responsable du CHSCT. Oui. Il y a eu donc une femme médecin aux urgences à l'hôpital de Besançon qui a tenté de mettre fin à ses jours il y a 2 mois. Est-ce que ça a vraiment marqué dans l'opinion publique? Un médecin des urgences qui tente de se suicider dans son service, vous avez demandé un audit, etc. Est-ce que c'est vraiment révélateur d'une très grande tension dans ce service et qui reflète le malaise général des personnels de santé? Alors, ça affecte tout le monde dans le sens où il y a une solidarité parmi les agents hospitaliers, qu'ils soient agents du secteur médical ou paramédical. Il y a une vraie solidarité, oui. Bien sûr que ça touche, ça affecte. Pour autant, un CHSCT n'est pas là pour gérer des cas individuels en réaction à. Le CHSCT se positionne sur des organisations de travail, essayer de pallier au mieux aux risques psychosociaux. Pour les cas individuels, il y a la structure de la santé au travail, donc les médecins du travail, qui prennent en charge ce genre de cas, qu'ils le font très bien d'ailleurs. Donc je crois que, vous avez dit, je ne suis pas soignant, donc j'ai aucune légitimité à me positionner sur un acte. Ça a été quand même un choc.
dans l'hôpital et à l'extérieur. Mais bien sûr que ça interpelle. Mais il y a plusieurs mois que l'on travaille sur les conditions de travail. Vous avez parlé d'audit. Ce n'est pas un audit que le CHSCT a demandé, si on peut rester là-dessus. C'est une expertise pour risque grave, confiée à un cabinet extérieur, dont les conclusions s'imposeront au CHSCT, aux directions et aux médecins. Alors, Monsieur Martin, donc, j'ai eu cette semaine au téléphone le responsable de l'ordre régional des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté qui voulait vous poser une question. Justement, en tant que vous, député de La République En Marche, qu'est-ce que vous avez comme solution pour aider les personnels soignants qui sont en grande souffrance? Alors, premièrement, il faut sortir de la logique budgétaire actuelle et assouplir ce régime de la T2A, de cette course à l'activité. Ça, c'est réglementaire. Il faut réorganiser le fonctionnement de l'hôpital. Ça veut dire aussi qu'il faut en urgence prendre en compte le stress des personnels, le fait que les congés maternité ne soient pas remplacés, que les congés maladie ne soient pas remplacés, et l'activité augmente. Donc forcément, le personnel craque, pour reprendre votre expression. Donc ça, il y a des moyens qui doivent être affectés, et j'ai entendu le président Macron dire qu'il y aurait des moyens pour l'hôpital. Et pour l'hôpital public en particulier, parce que c'est celui qui accueille le plus. Madame Chauvelot-Duban, qu'est-ce que vous en pensez des moyens supplémentaires pour l'hôpital? Vous réagissez comment? Annoncé par Emmanuel Macron jeudi. Eh bien, j'attends de voir. J'espère que les moyens seront à la hauteur. Mais à la lecture du plan régional de santé, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, la santé, c'est devenu une affaire de chiffres. Ce sont plus qu'une affaire de gestionnaire. Si Emmanuel Macron, jeudi, il n'a pas donné de montant, il n'a pas dit. Mais est-ce que si jamais donc on vous annonce quelques millions pour l'hôpital, est-ce que vous pensez que de l'argent, ça suffit ou pas? L'argent ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Il faut remettre en cause beaucoup de choses. Bon, il y a le mode de tarification, nous en avons parlé, mais j'attends de voir aussi le personnel en souffrance, les patients également. Vous avez des personnes qui sont l'hôpital de Gré, mais dans tous les hôpitaux également, nous avons des gens qui sont sur les brancards et à côté de ça, on ferme des lits. Moi, j'ai du mal à suivre. Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de la santé, on raisonne de la même façon que lorsque l'on parle de la SNCF, c'est-à-dire en chiffres, alors qu'on choisit de prendre un train, mais on ne choisit pas d'être malade. On ne peut pas traiter la santé de la façon dont on la traite aujourd'hui. Il faut vraiment être très précautionneux et faire attention. Alors, on a entendu il y a 2 mois, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, quand elle était un petit peu huée, un petit peu sifflée lors de sa visite à Nevers, elle avait dit il faut savoir faire preuve d'imagination. L'imagination, parlons-en, elle n'est pas bonne du tout. L'innovation, si c'est de fermer les hôpitaux de proximité, eh bien bravo. Pour moi, ce n'est pas une innovation, c'est une destruction de l'égalité aux soins. Et c'est vraiment ça ce dont je crains. Et de fermer les hôpitaux de proximité, de fermer les services d'urgence, ça va contribuer à démailler totalement nos territoires ruraux. Pascal Udry, par rapport justement à ce besoin d'innovation prôné par la ministre de la Santé? C'est limite une insulte. Imaginez ce qui se passe dans les services, blocs opératoires, urgences, services de soins. Le personnel s'adapte au quotidien, fait preuve d'innovation au quotidien, pour différentes raisons. Pour le flux qui s'accélère, pour l'évolution des technologies, il faut être en permanence aujourd'hui en formation quand on est soignant pour s'adapter justement aux nouvelles technologies, accompagner le personnel, les patients, pardon. Donc l'innovation, elle est de fait, elle est acquise, mais l'innovation, elle use. Le contenu métier a complètement changé. Alors, pour expliquer pourquoi le personnel est à bout aussi, c'est que quand on prend la tarification à l'activité, qui devait rapporter un certain nombre de moyens aux établissements qui s'y prêtent, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de dire à une époque, puisqu'on fait un certain nombre d'actes qui usent le personnel, puisqu'on travaille plus qu'avant, puisqu'on fait un certain nombre d'actes, on va décoter l'acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la formule « travailler plus pour gagner moins ». Donc forcément, en interne, les établissements ont énormément de mal à travailler avec moins, à gérer le personnel avec moins, à gérer les flux avec moins. Et quand vous parliez tout à l'heure des gens qui viennent aux urgences, c'est une désorganisation totale de la médecine de ville qui est la conséquence de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors quand on dit médecine de ville, ce sont les médecins autour de nous, qui sont des médecins généralistes pour la plupart, qui travaillent plus comme avant. Vous aviez des confrères, je pense que vous avez commencé, qui faisaient 60-70 heures par semaine. Maintenant, les médecins ont envie de vivre comme tout le monde. C'est normal.
Il y a aussi une féminisation de la profession. Ah ben maintenant c'est la faute des femmes. Ah ben voilà. J'ai pas dit que c'était leur faute. J'ai dit que justement, et je considère que leur demande elle est légitime, elles veulent travailler à temps partiel, elles veulent pas. Même des hommes qui veulent travailler à temps partiel. Il y a même des hommes, mais vous savez, la vie, les maternités, la famille, c'est aussi beaucoup l'affaire des femmes, des mamans et des médecins quand elles sont mamans. Eh bien, elles font des choix de vie, et elles veulent travailler à temps partiel. C'est vrai. En milieu rural, il y a une chute de la démographie médicale. On manque de médecins généralistes. Notamment dans la Nièvre, par exemple. On a vu dans beaucoup de départements, mais c'est la Nièvre. Donc, la médecine de ville et les points de suture qui se faisaient au cabinet du médecin, c'est terminé. La radiologie de proximité pour voir s'il y avait une fracture et le médecin qui faisait un plâtre, c'est terminé. Oui, mais en même temps, est-ce que les médecins ne correspondent pas à un lobby très important? Dans la loi de l'ancienne ministre de la Santé, Madame Bachelot, il était prévu que les médecins s'installent sous certaines conditions dans des zones rurales. Et puis ça, c'est tombé à l'eau. Parce que les médecins, vous êtes extrêmement puissants et qu'après 10 ou 12 ans d'études, vous pensez que vous avez le droit de vous installer où vous voulez. C'est pas faux ce que vous dites. Parce que c'est même un peu vrai. Parce que les internes, moi je les connais, j'ai travaillé pendant tout mon temps. Vous l'avez été, vous l'avez été. Et donc je sais bien que pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils donnent beaucoup. Ils donnent beaucoup en continu, vous le savez très bien, c'est pas 40 heures, c'est pas 50 heures. Sans eux, l'hôpital ne fonctionnerait pas. C'est clair. Voilà, c'est clair. Il ne fonctionnerait pas comme maintenant. Je dois dire aussi que ce personnel médical taillable et corvéable à merci, on lui demande beaucoup aussi, je prends l'exemple des scanners, quand j'ai commencé à faire des scanners cérébraux, on faisait en général 20-25 scanners la journée et puis on en faisait entre 5 et 10 la nuit. Aujourd'hui, c'est plutôt 70 le jour et 70 la nuit parce qu'on est en continu. Avec moins de personnes. Quand un patient arrive, on ne peut pas seulement avec ses mains faire un diagnostic. Donc il y a une avalanche d'examens complémentaires pour une médecine de qualité et c'est ça qu'il faut bien avoir en vue. Ce n'est pas les chiffres, mais la qualité des soins. Alors, vous seriez d'accord pour qu'on impose l'installation de certains médecins en Haute-Saône, par exemple, dans les coins où il n'y en a pas beaucoup? Il faut réfléchir à tout ça, il faut réfléchir seulement avec les médecins. Parce que moi, je serais plutôt partisane de garder cette liberté d'installation, mais avec une certaine contrainte cependant. C'est-à-dire que, comme dans certains métiers, ma foi, lorsqu'il y a un médecin qui part à retraite, un nouveau le remplace et il est conventionné. Sinon, libre à eux de s'installer, mais ils ne sont pas conventionnés. Je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi résoudre le problème. Mais encore une fois, par rapport à cette démographie médicale dans nos campagnes qui pose beaucoup, beaucoup de soucis, il faut s'appuyer justement sur les hôpitaux de proximité. Et quand il y a Pascal Udry qui veut dire un petit mot, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Pascal Udry, très très rapidement. Non, mais encore une fois, c'est la conséquence d'innombrables décisions prises ces dernières années sous l'influence de corporatisme, y compris du Conseil de l'ordre des médecins. Et on crée d'autres conseils de l'ordre aujourd'hui. Et le problème de la santé, c'est pas que chacun a raison dans son coin. Il faut aujourd'hui, je vais être dans la provocation, si on allez-y, lâchez-vous. L'agriculture aux agriculteurs, la santé aux médecins, on n'a rien compris à la politique de territoire, par contre. D'organisation des D'organisation, voilà. Donc je pense qu'il faut rétablir un dialogue social avec les personnels, mais pas les entendre pour les entendre. Il faut les entendre pour faire avec. Pour de vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé doit être gérée avec les médecins. Pas de santé sans médecin, c'est clair. Mais pas de médecin sans personnel, c'est clair aussi. Il y a du personnel en bonne santé. Donc il faut faire avec les directions qui représentent les directives, les médecins, le ministère, l'ARS, mais il faut faire aussi avec le personnel. Alors vous êtes d'accord, installation des médecins sans conventionnement, par exemple en Haute-Saône ou dans la Nièvre, vous seriez d'accord, vous en tant que médecin et en tant que député? Je ne veux pas me prononcer pour cette mesure-là. Libre installation égale libre choix, aussi libre accès des patients qui peuvent aller voir... Alors, dans certains coins de Haute-Saône ou de Nièvre, le patient, il n'a plus le choix du tout. Il en a un à 30 km à la ronde. Quand il n'y en a plus de médecins... Il y a urgence. Oui, il y a certaines spécialités qui manquent cruellement... vous pouvez venir à Gré, il n'y a plus de spécialités. Comme ça, on n'a plus le choix. Voilà. Donc, du coup, il y a des personnes qui ne se font pas soigner parce qu'on n'a pas l'offre de... Juste une petite... Ouais, ils peuvent quand il n'y a pas d'urgence et qu'ils sont valides et qu'ils sont accompagnés, je pense qu'aujourd'hui, en France, tout le monde peut être soigné, y compris gratuitement quand il n'a pas les moyens d'être soigné.
il faut quand même rétablir. Quelquefois, quand même, chez des spécialistes, que ce soit gynécologue, que ce soit ophtalmo, il faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous. Oui, c'est vrai. Je dis plein de choses vraies, vous avez remarqué. Moi, je voudrais quand même vous poser une petite question un peu plus politique. Quand, en fait, on a su que le produit intérieur brut, le PIB de la France, était 2% au-dessus de ce qui avait été prévu pour 2017, certains députés et certains sénateurs de droite et de gauche ont proposé que cette petite cagnotte soit utilisée prioritairement pour les hôpitaux et pour les EHPAD, les maisons de retraite. Et le Premier ministre a répondu que quand on a un pays aussi endetté que le nôtre, il n'existe pas de cagnotte et que cet argent devait servir à rembourser la dette. Vous avez commencé votre présentation en parlant du coût de la médecine. Un chiffre en milliards d'euros pour 8 milliards et demi pour la Bourgogne-Franche-Comté, 200 milliards au niveau de la France. Sachez que pour la France, c'est environ 10% du PIB. Oui, 11 même. C'est considérable, même 11, entre 10 et 11. Nous arrivons aujourd'hui, avec, je le reconnais, des souffrances et parfois des dysfonctionnements, à un équilibre des comptes sociaux. C'est une bonne chose. Nous arrivons également à un équilibre des comptes de la nation, avec un retard de l'État, je le consens, par rapport aux collectivités locales. Mais nous arrivons à sortir du déficit budgétaire chronique et excessif tel que l'Europe l'avait proscrit. Donc nous devons rétablir la bonne santé économique de notre pays pour ensuite pouvoir financer la solidarité, dont la sécurité sociale. Donc la petite cagnotte, c'est pas pour les EHPAD et les hôpitaux pour tout de suite. Vous savez, il y a beaucoup d'équilibres budgétaires et les priorités seront nombreuses et nous verrons quelles seront les. Et puis il y a beaucoup de mécontentement quand même, quand on voit les facs, la SNCF, la justice. Pour le premier anniversaire de l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron, c'est un peu difficile. Il nous reste 30 secondes. Vous savez, c'est dur, 30 secondes. Quand on innove, quand on met en place les parcours de santé pour les patients, quand on se concentre sur le patient lui-même, quand on met en place les groupements hospitaliers de territoire, quand on innove certaines évaluations, c'est sûr qu'on dérange. Après, il faut le faire dans le dialogue et la concertation et toujours garder en tête le soin pour tous et la qualité pour tous. Voilà, donc on va suivre attentivement ce que Emmanuel Macron a promis, 2 choses. Donc l'abandon de la tarification à l'acte pour les hôpitaux et davantage de moyens pour les hôpitaux en France. Merci madame, merci messieurs. On verra si c'est pas une carabistouille, comme il a employé ce mot-là, jeudi à midi. Merci de votre attention et puis bon dimanche à tous. Au revoir.